Merci beaucoup. Je sais que ça a jasé ferme pendant l'heure du dîner. Comme je dis, il y a énormément de gens de tous les horizons, de toutes les régions. Donc, je vous comprends. Moi-même, j'aurais continué à jaser au dîner. Mais on a tellement un bel après-midi devant nous. On serait fou de s'en priver. Donc, je vais demander tout de suite à nos trois panélistes de l'après-midi à venir me rejoindre sur scène. Donc, M. Daniel McMahon, M. Bernard Tremblay et M. Martin Maltais, s'il vous plaît. Cet après-midi, donc, en enseignement supérieur, on va entendre ces trois messieurs hautement qualifiés. Je vais devoir faire une rapide présentation, puis ensuite, ils vont faire leur allocution. À ma gauche, j'ai M. Daniel McMahon, diplômé en administration des affaires, en sciences comptables, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ici, donc. En 1978, détenteur d'une maîtrise en comptabilité de l'Université de Saskatchewan, M. McMahon est devenu membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec en 1980, puis nommé Fellow en 1995. Il a œuvré principalement dans le domaine universitaire et grandement contribué au développement de la profession comptable au Québec. Il est, depuis janvier 2016, tout récemment, le nouveau recteur de l'UQTR. Merci d'être avec nous, M. McMahon. Au centre, on a M. Bernard Tremblay. Bernard Tremblay a occupé divers postes au sein de la Fédération des commissions scolaires du Québec, notamment à titre de directeur des relations du travail, secrétaire général et directeur des affaires juridiques. Il a également été président du comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones. Il a été négociateur et porte-parole patronal à la négociation de 1991 à 2015. Membre du barreau du Québec depuis 1990, M. Tremblay est détenteur d'un baccalauréat spécialisé en droit de l'Université Laval, ainsi que d'une maîtrise en droit public axée principalement sur les droits et libertés de la personne en contexte éducatif. Il a de plus complété une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. M. Tremblay est président directeur général de la Fédération des cégeps depuis mars 2015. M. Tremblay. Merci. Et nous avons M. Martin Maltais, qui est professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski et rattaché au campus de Lévis. Il intervient principalement au diplôme d'études supérieures spécialisées en administration scolaire. Ses travaux de recherche portent sur le financement des universités, les politiques d'enseignement supérieur, le financement de la recherche et la formation à distance. M. Maltais. Donc, pour cette première présentation, pour cette allocution d'ouverture, je vais laisser d'abord la parole à M. McMahon. Alors, merci beaucoup. Merci surtout d'avoir pris le pari de demeurer ici en après-midi, alors que s'il y en a qui ont sorti à l'extérieur, vous avez vu que c'est quand même pas une journée désagréable. Alors, merci de nous donner l'occasion de parler un peu de l'enseignement supérieur. Merci encore une fois pour l'initiative qui a été prise de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir au niveau de ma proposition de 10 minutes, brève introduction pour vous parler du milieu universitaire. Ensuite, réponse à chacune des trois questions qu'on nous avait proposées et par la suite, on aura notre période d'échange entre tous. Donc, quelques considérations importantes sur le plan macroéconomique. Quand on parle d'éducation, d'enseignement supérieur, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un placement. En fait, si vous regardez les différents organismes mondiaux qui s'intéressent à la mesure du développement économique, qui sont générés par les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OCDE, tous s'entendent pour reconnaître que l'enseignement postsecondaire est un moteur de développement économique, comme on l'a mentionné d'ailleurs ce matin. Et ce, selon trois axes. D'abord, le premier axe, évidemment, renvoie à l'amélioration des compétences des individus. Je pense que ça, c'est une évidence. Le deuxième réfère à l'attribution de meilleurs salaires et à l'obtention de meilleures conditions de travail. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on connaît bien. Et le troisième concerne l'impact positif sur la santé. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais selon les indicateurs de l'éducation 2015 des pays de l'OCDE, dont fait évidemment partie le Canada, seulement 65 des adultes avec une scolarité de niveau primaire ou secondaire se disent en bonne santé, alors que le taux est de 88 pour les diplômés du secteur universitaire. Donc, il y a même un effet en lien avec la santé. Maintenant, revenons aux impacts économiques. Toujours selon les récentes données de l'OCDE, le retour sur l'investissement public en enseignement supérieur est d'environ le triple sur le plan fiscal.
Ainsi, si le coût moyen pour les finances publiques d'un diplômé universitaire est d'environ 65 000 le retour en impôts seulement serait de près de 200 000 en carrière. On a parlé ce matin avec M. Royer de données par rapport à la scolarisation. On nous sert très fréquemment les 55-64 ans où on nous dit que, et vous pouvez le voir sur l'écran, que le Canada se performe très bien au niveau des diplômes universitaires par rapport aux pays de l'OCDE. Québec, légèrement en retard, mais en fait, on s'en sort bien. Regardez ce qui est dramatique. Les données maintenant des 25-34 ans, ces données-là sont des données de 2015. On est en train de prendre du retard puisque maintenant, le Canada est inférieur à l'OCDE et le Québec est en retard. Et là, on est dans les... Alors qu'on avait un peu d'avance, on est en train de prendre du retard et on s'en va avec les pays comme le Chili, la Turquie. Ce n'est pas nécessairement des exemples importants. Peut-être un petit bémol sur la présence de l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne a une stratégie qui est de niveau technique et non pas de niveau universitaire. Plus dramatique encore, l'écart entre les régions. Si on regarde au Québec ce qui s'est passé au cours des dernières années, entre la période 90 et 2012, les dernières données qui sont disponibles, au centre du Québec, le taux de diplomation est passé de 7 à 12 %, en Mauricie, de 12 à 19 %. Je prends ces deux régions-là parce que c'est les deux que l'UQTR dessert principalement, alors qu'à Montréal, on est passé de 21 à près de 50 %. L'ouverture de notre campus à Drummond, juste pour vous donner une indication de pourquoi on a fait ça, vous allez comprendre tout de suite. Drummondville, centre du Québec, une des régions où le taux est le plus faible. Si vous regardez en bas, là, 7 à 12,6 %. Il faut donc réduire l'accélération de l'écart entre les régions. Et pour faire ça, il y a des gens d'affaires de Drummondville qui ont décidé eux-mêmes qu'il fallait mettre de l'argent et ils ont mis 8 millions de dollars sur la table. Ce n'est pas le gouvernement qui a sorti l'argent, là. C'est les gens d'affaires qui ont sorti 8 millions de dollars lors d'une campagne de levée de fonds pour être capables de se doter d'un campus pour permettre à leurs étudiants de pouvoir étudier dans leur région et avec lesquels on s'en vient avec des programmes novateurs. Toujours en termes de retombées économiques, cette image-là est importante parce que quand on parle d'investissement, on a vu tout à l'heure la retombée fiscale. La retombée fiscale est de l'ordre de 3 fois pour 1. 3 pour 1. Quand on regarde au niveau de données publiques qui ont été rendues par une étude qui vient d'être faite avec le siège social de l'UQ, on a permis d'établir que l'impact en fait, de l'UQTR est de 695 millions de dollars au niveau de l'économie québécoise pour l'année 2013-2014. Ainsi, pour chaque dollar qui est investi à l'UQTR, près de 9 dollars ont été générés dans l'économie de la province. Un retour de 1 pour 9. Moi et François, on vient de la même famille. Hein, les CA qui sont devenus des CPA, là, les retours sur investissement de 1 pour 9, c'est quand même pas négligeable. Donc, très important de regarder si on veut assurer la croissance économique d'une région, la croissance économique d'une en fait, collectivité, il est important d'investir, donc de se démarquer par rapport à la qualité de notre enseignement. Voilà pour les grands enjeux très, très rapides que je voulais placer. Et revenons aux 3 questions qu'on nous a demandé d'aborder. Dans un premier temps, il faut favoriser l'enseignement supérieur par des actions en amont, c'est-à-dire dans les écoles secondaires et même aux primaires, afin que les élèves revoient leur rêve pour rêver de poursuivre des études. Et ça, je vais vous donner un exemple bien simple qui vient de mon passé récent. Là. À l'ordre des CA, à l'époque, en 2004, on avait découvert qu'on avait un problème avec les conseillers en orientation. Et on avait un problème avec les jeunes qui ne voyaient pas le monde des affaires comme étant quelque chose de positif. Parce que dans le langage, faire de l'argent, c'était bien vu, semble-t-il. On a créé un tout petit programme au primaire, un tout petit programme au secondaire, un plus gros programme à l'universitaire et évidemment au cégep et après ça à l'université pour être capable d'aller expliquer ce que c'est. Vous allez me dire, qu'est-ce que les CA faisaient au primaire? C'est pas compliqué. Au primaire, ils n'ont pas d'argent pour faire des sorties scolaires. On donnait une bourse de 500 $ pour les amener dans une entreprise, une visite d'entreprise. Leur donner le goût de l'entrepreneuriat. C'est tout. Quand ils arrivent au secondaire, là, évidemment, les techniques s'avancent. Mais c'est important, donc, de donner ce goût-là. Dans un second temps,
il faut intégrer davantage les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. En fait, cet aspect a été mentionné par la Fondation canadienne pour l'innovation, et je cite, « D'ici à ce que les étudiants nés après 1996 intègrent le marché du travail, les connaissances compteront moins que le renseignement qu'ils seront capables de trouver et l'usage qu'ils en feront. » Donc, il faut leur apprendre à chercher de l'information, il faut leur apprendre à travailler avec la nouvelle information. Et enfin, il faut accélérer le transfert de connaissances qui est issu de la recherche, du développement et de l'innovation vers les collectivités, ce qui va permettre de stimuler la croissance économique, donc d'améliorer la qualité de vie de tous et d'offrir de meilleurs produits et services qui, ultimement, renforcent la société. À la deuxième question, comment faire pour que la formation continue à améliorer la productivité? En fait, dans l'ensemble des universités, c'est important qu'il y ait une meilleure adéquation entre l'offre de formation et les besoins du milieu. Et ça inclut à la fois les milieux des affaires, les institutions publiques, les groupes communautaires et l'ensemble des citoyens. Je vous donne des petits exemples concrets. On a créé ici à l'université un micro-programme qui s'appelle Développement d'applications web et mobiles qui vise carrément à répondre aux besoins de PME dans le secteur de l'informatique. Un micro-programme, c'est tout petit. Ce n'est pas un certificat, ce n'est pas un bac, ce n'est pas une maîtrise. Donc, un tout petit programme. Au niveau de la pratique sage-femme, on a un programme qui s'appelle pratique infirmière, au niveau des infirmières, une pratique infirmière de première assistance en chirurgie et un soutien pédagogique dans les CPE et autres services de garde pour répondre aux institutions publiques dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et on a mis en place, en fait, des cours qu'on appelle les MOOC en anglais, mais les fameux cours en ligne offerts aux masses, sur la littératie financière. Parce qu'on s'est aperçu que les jeunes ne savaient plus compter, ils ne savaient pas c'était quoi de crédit. En fait, ils ont un beau cellulaire, mais c'est les parents qui le payent. Ils ne savent pas ce que ça coûte. Donc, on a développé une formation très, très générale qui est accessible, qui est tout à fait gratuite pour cette autre clientèle-là. Est-ce qu'on devrait laisser plus de latitude aux institutions dans la création des micro-programmes? Je pense que poser la question, c'est répondre. La réponse, ça doit être oui. En fait, si on regarde les avantages, plus on va accroître l'arrimage entre l'université et le milieu, on va être gagnant. Plus on va contribuer ainsi au développement économique et, par ricochet, soutenir l'innovation au plan local et régional. Les défis, il faut éviter la redondance des programmes. Limiter la compétition entre les établissements. Ça peut vous paraître bizarre de dire limiter la compétition entre les établissements, mais il y a à un moment donné un minimum qui doit être fait pour que ce soit efficace et rentable. Et finalement, il faut accélérer le processus d'approbation des nouveaux programmes. On les approuve, ils sont déjà moins pertinents. Donc, il faut trouver une façon de s'accélérer à cet égard-là. Donc, en conclusion rapide, il y a effectivement une urgence d'agir pour pouvoir s'assurer qu'on a une meilleure adéquation entre l'enseignement, le développement économique, les besoins des jeunes, les rêves des jeunes et ceux de la société. Voilà pour le moment.